que le nerf de Hering et le nerf de Sion, qui sont là, vont s'arranger maintenant d'envoyer au centre sensible bulbaire. Ici, j'ai mis noyau sensible du 10. Voilà, maintenant, c'est en rouge toujours. Donc, cette augmentation, bien entendu, cet envoi d'un flux nerveux, nous traduisons ça ici par les signes plus. Voilà, parce qu'en réalité, ça va provoquer l'augmentation de l'activité du nerf de Hering et du nerf 10, bien entendu, du nerf de Hering et du nerf de Sion. Et là, maintenant, l'augmentation de cette activité, on a mis ici sur le schéma des plus. Hein. Quand un nerf voit son activité électrique augmenter, ça veut dire que donc, forcément, ce nerf-là est excité. Et quand un nerf est excité, bien entendu, alors on met plus. Voilà. On peut remplacer ça par des potentiels d'action. Comme je l'ai montré en classe, hein, j'ai mis, par exemple, quelques potentiels. Et quand l'activité augmente, si vous voulez, on va augmenter tout simplement la fréquence. Donc ici, vous avez plus. Donc, augmentation de la pression, excitation des récepteurs qui sont au niveau du sinus carotidien et de la crosse aortique. Alors, naissance d'un flux nerveux qui va permettre maintenant d'augmenter l'activité électrique du nerf de Hering et du nerf de Sion. En ce moment, maintenant, ces nerfs-là sont en train d'informer le centre qui est là, le centre sensible bulbaire ou le noyau sensible du 10. Maintenant, ce centre-là informé saura ce qu'il faut faire. Donc, il a ici, il peut activer, bloquer ce centre-là qu'on appelle noyau moteur du 10. Il peut également davantage bloquer, parce qu'en temps normal, ce centre-là que j'ai appelé, j'ai mis au pluriel centre vasculaire bulbaire et cardio-accélérateur médulaire. Je les ai associés tout à l'heure, je vous ai montré leur position, mais ici on les a associés pour un peu simplifier le document. Il peut également, je dis, davantage bloquer ce centre-là grâce à un interneurone inhibiteur. Vous voyez, même sur le schéma, on a mis un interneurone avec, si vous voulez, contrairement à l'autre neurone là, qui quitte ce centre pour aller au niveau du noyau moteur du 10. Voilà, c'est un interneurone si vous voulez, plus petit. L'autre, on a un peu agrandi, etc. C'est bon. Ce qui fait que donc, avec cet interneurone, donc, il peut bloquer davantage ce centre, ou bien des fois maintenant, s'il a besoin de lui sur ça, s'il sait que le problème qu'il faut régler, c'est lui qui peut nous permettre de ramener la pression artérielle à sa valeur normale, forcément, on le libère de son inhibition. On verra ça dans le deuxième cas. Ici, maintenant, il s'agit de bloquer, parce que s'il y a hausse, ce n'est pas le système ortho qui peut régler le problème, parce que le système ortho, généralement, est accélérateur. On n'a pas besoin donc d'accélérer davantage le cœur. C'est bon. Parce que ça va contribuer à augmenter encore la pression artérielle, aggravant donc notre problème. Donc, il va, ce centre-là, informer, il va maintenant exciter le centre moteur cardiomodulateur et bloquer ce centre-là, ou bien ces centres-là, hein, le centre cardiovasculaire d'une part, et l'autre maintenant qui est cardio-accélérateur médulaire. La conséquence, c'est quoi maintenant? Là, ce centre-là qui est activé, c'est là où part maintenant le nerf 10, ce qui fait que donc l'activité électrique du nerf 10 également va augmenter. Généralement maintenant, l'activité du nerf 10 évolue, ou bien en tout cas le comportement du nerf 10 est similaire à ce, si vous voulez, du nerf de Hering et du nerf de Sion. Donc ça veut dire que le nerf 10, s'il est excité, ça suppose que également les nerfs de Hering et les nerfs de Sion sont excités. C'est parce que ces nerfs-là appartiennent au système parasympathique. Ce qui veut dire que tout à l'heure, on avait dit quoi? L'activité électrique des nerfs de Sion et du nerf de Sion et du nerf de Hering avait augmenté. Le nerf 10 également, ça va être pareil. Et on traduit ça maintenant par également ici un signe plus. Hein. Bon. Pour les nerfs ortho, maintenant, c'est l'inverse. On a bloqué le système là, ou bien les centres là. Et en ce moment, maintenant, vous verrez qu'il y a moins. Hein. Aussi bien le nerf cardiaque verra son activité, le nerf orthosympathique cardiaque, hein, verra son activité diminuer, mais également le nerf orthosympathique artériolaire également verra son activité diminuer. C'est qu'on a mis moins. Voilà. Au niveau des effets de ce changement, modification d'activité au niveau de nos nerfs, le nerf 10 activé
va maintenant permettre au cœur d'entrer en bradycardie. Vraiment, les expériences de Bowie, nous allons les commenter tout à l'heure. L'acétylcholine qui, exceptionnellement maintenant, au niveau du cœur, est inhibiteur. Parce qu'on a vu dans les leçons précédentes, que, si vous voulez, l'acétylcholine, pour les neurones, était excitateur. Pour le muscle également, était excitateur. Mais pour le muscle cardiaque, le myocarde, maintenant, il est inhibiteur. Et donc, une fois libéré dans les zones synaptiques, ça va permettre maintenant de faire naître des PPSI. Et ces PPSI maintenant vont bloquer le cœur, ralentir en tout cas son rythme. C'est bon? Et c'est ce qu'on aura. Donc, comme on a excité le nerf 10, il y aura libération davantage d'acétylcholine et on sait que donc ça bloque. Par contre, maintenant, comme on a bloqué les neurones, ce neurone-là, ou bien ce nerf-là, orthosympathique, cardiaque, alors en ce moment maintenant, ce nerf-là, libéré en temps normal, quand il est excité, en tout cas ces fibres-là, libèrent au niveau du cœur de la noradrénaline. Cette noradrénaline permet maintenant de faire naître des PPSE, donc potentiel d'action excitateur. Et donc, il y aura un rapport de force en réalité. L'excitation du nerf 10 fait que maintenant, ce qu'on libère en acétylcholine sera plus important que ce qu'on va libérer en noradrénaline. Voilà, il y aura un rapport, de force qui aura tendance à peut-être aller dans le sens d'une libération beaucoup plus importante de l'acétylcholine. Et même la noradrénaline pourrait ne pas être libérée. Donc le cœur va entrer en tachycardie, c'est en rouge. Au niveau des artères, c'est pareil. Vous n'avez pas de nerf 10, d'accord, mais les nerfs ortho n'étant pas stimulés, il y aura également cette hormone, ce neurotransmetteur qui ne sera pas libéré, ou très peu, ce qui fait que les artères, c'est comme si ces substances-là qui devaient les pousser à entrer en vasoconstriction n'étant plus là, alors ils vont retrouver leur taille initiale, qui sera, en tout cas, la lumière des artères augmente. Hein. Bien, on appelle le diamètre. Le diamètre de ces artères va augmenter, ce qu'on appelle la vasodilatation. Voilà. Et vasodilatation maintenant et bradycardie vont permettre maintenant de faire baisser la pression artérielle. Si maintenant on devait partir d'une hausse, d'une baisse, c'est en bleu. Regardez maintenant, c'est pratiquement le contraire. Les récepteurs là seront moins excités, le sinus carotidien et la crosse aortique. Alors, ça va nous permettre d'avoir, si vous voulez, une diminution de l'activité électrique des nerfs de Hering et de Sion, les nerfs sino-aortiques. Toujours, comme ce sont des informations qui arrivent au niveau de ce centre-là, mais pas les mêmes que tout à l'heure, on l'informe, donc il saura ce qu'il faut faire, parce que maintenant ces informations, en lui arrivant, en lui parlant du moins, lui permettra de savoir qu'il y a en réalité une baisse, et que donc il faut faire tout pour hausser la pression. En ce moment, maintenant, ce centre-là, on n'en a pas besoin, parce que ce centre-là entraîne une bradycardie, et cette bradycardie permet de diminuer la pression qui est déjà faible, donc il faut qui a déjà diminué. En tout cas, il faut donc libérer le centre-là, le centre symbolisant le système ortho, et bloquer maintenant le système PAM. Et c'est ce qu'il va faire. Vous verrez que maintenant, il y a un interneurone. Alors, ça peut paraître bizarre des fois qu'on voit le même signe. Hein. Il y a deux interneurones. Il faut savoir que celui-là est inhibiteur. Si les deux étaient excitateurs, normalement, on devrait avoir des signes contraires. Hein. Si les deux étaient inhibiteurs, on devrait avoir des signes également contraires. Mais comme l'un est inhibiteur, l'autre excitateur, pour exciter le centre-là, on excite. Pour le bloquer, on met moins. Ce centre-là, par contre, pour l'exciter, alors il faut bloquer le neurone inhibiteur. C'est bon. On bloque le neurone inhibiteur, alors ça le libère de son inhibition. Parce que si vous excitez l'interneurone là, comme tout à l'heure, alors ça bloque ce centre. Et quand c'est bloqué maintenant, c'est pratiquement le système ortho qui ne fonctionne plus. Donc on bloque le neurone inhibiteur, et en bloquant le neurone inhibiteur, maintenant, on libère ce centre. Si on libère ce centre de son inhibition, cela va se traduire maintenant par ça. Voilà, vous aurez donc le nerf orthosympathique cardiaque
qui va, bien artériolaire, qui verra son activité augmenter. C'est la même chose au niveau du nerf orthosympathique cardiaque, qui verra également son activité augmenter. Par contre, maintenant, le nerf pneumogastrique, issu du centre du noyau sensible du disque, verra son activité diminuer. Voilà. Libérant maintenant, au niveau de commençons par le cœur, ça va libérer donc moins d'acétylcholine, le rapport de force va changer cette fois-ci. Et puis maintenant, libérant maintenant beaucoup plus de noradrénaline. On sait que la noradrénaline, grâce à un mécanisme qu'on va décrire également, va permettre la contraction du muscle cardiaque. C'est bon. De l'autre côté maintenant, les artères vont entrer en vasoconstriction. Tout à l'heure maintenant, le fait de ne pas recevoir les ions, c'était potassium, le fait de ne pas recevoir des excitations, hein, parce que tout à l'heure on avait bloqué ce système-là, il y avait maintenant un blocage des artères, ce qui fait que les artères étaient entrées en vasodilatation. Maintenant, cette fois-ci, on a augmenté l'activité électrique de ce nerf-là, le nerf orthosympathique artériolaire. Ça montre quoi maintenant? Les artères, bien entendu, au niveau de ces artères, on va libérer beaucoup plus de noradrénaline. Alors que tout à l'heure, on a libéré peu ou pas du tout. Ces artères maintenant vont verront leur diamètre diminuer, ce qui permettra maintenant de relever un peu la pression artérielle. C'est bon? Parce que quand on libère beaucoup de noradrénaline, ça entraîne une vasoconstriction et on sait que la vasoconstriction, comme la tachycardie également, vont relever la pression qui aura tendance maintenant à revenir à sa valeur normale. Donc ça, c'est le mécanisme nerveux. Voilà, le mécanisme nerveux. Je vois que Ndella est en ligne. Hein. Bonsoir Ndella. Voilà. Tu nous as pris en cours. On était en train de finir le résumé du cours sur la pression, la régulation de la pression artérielle, l'activité cardiaque. Voilà, maintenant, on résume ce cours-là, on termine le résumé, notamment par les mécanismes de régulation. Et puis maintenant, on va faire le TD tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est fini maintenant pour la régulation à court terme, qu'on appelle la régulation nerveuse. Il n'y a que des éléments nerveux. Je n'ai pas insisté un peu sur le nerf splanchnique qui, en excitant, bien entendu, la médule cérébrale permet de libérer des hormones comme l'adrénaline. On les appelle adrénaline, noradrénaline, là, les catécholamines. Hein. Voilà. Maintenant, l'autre régulation. Je disais tout à l'heure, au début de mes propos, que si le système nerveux, il y a une baisse ou une hausse, fait son travail et n'arrive pas, peut-être, notamment dans le cas d'une baisse, à ramener la pression artérielle à sa valeur normale, alors il se peut que notre système vienne en réalité en appoint. Et c'est d'abord d'autres systèmes même hein, viennent en appoint. Alors, il y a d'abord le système hormonal. Si vous allez à la page, bon, je viens de dépasser en fait les expériences de Bowie, hein, de Loïc Dumas, permettant de montrer effectivement le rôle, si vous voulez, de l'acétylcholine, qui est inhibiteur bien entendu, et le rôle également de la noradrénaline, qui est extraterrestre. Bon, mais quand même, nous allons peut-être, on va y revenir éventuellement, mais nous allons passer directement au schéma. Ah, vous ne l'avez pas comme le schéma. Oui, c'est vrai que c'est. Vous ne l'avez pas comme le schéma, donc je vais vous montrer ce schéma, la régulation hormonale. Ce qu'on vous montre ici, les schémas qui suivent là, le schéma 17 notamment, c'est la régulation qu'on faisait tout à l'heure. Mécanisme de régulation nerveuse de la pression en cas d'hypertension. Voilà. C'est ça, mais c'est beaucoup plus simple en faisant ça. Là, on a dessiné les différents organes intervenants en essayant de un peu donner l'anatomie, etc. Le cœur, on peut reconnaître le cœur, les artères, etc. Voilà. Le schéma qui suit, le schéma 18, c'est toujours la même chose, mais on régule maintenant une baisse. En cas de baisse, les mêmes éléments interviennent, mais il y a un comportement qui va changer. Voilà. Maintenant, pour la régulation hormonale, on appelle le système rénine, angiotensine, aldostérone. Vous avez ici un schéma. Là, essayez de faire ça.
quand je disais en cas de baisse, quand le système nerveux intervient, mais malgré tout, quand même, la pression tape à revenir. Il faut donc l'aider. Il y a des hormones qui vont intervenir. Le rein, bien entendu, ne recevant plus le volume de sang qu'il recevait en temps normal, mais ne recevant plus le volume de sang qu'il recevait en temps normal, vont bien entendu chercher à alerter en fait les organes qui peuvent régler ce problème. C'est pourquoi maintenant le rein d'abord va sécréter la rénine. La rénine est une enzyme. L'enzyme va permettre, comme ici le schéma le montre, de catalyser voilà, la transformation d'une protéine hépatique en une hormone qui est d'abord inactive. On l'appelle l'angiotensine. Donc la rénine, en cas d'hémorragie, va fabriquer une enzyme. Va exciter d'abord et fabriquer une enzyme qu'on appelle la rénine. La rénine, je dis, catalyse la réaction de transformation d'une protéine hépatique, l'angiotensinogène, en angiotensine. Angiotensinogène, on a dit protéine hépatique, le profil du foie. En angiotensine 1, qui est la forme inactive de l'angiotensine. Donc, il suffit maintenant de faire ici agir également une deuxième enzyme pulmonaire pour convertir maintenant cette angiotensine 1 en angiotensine 2 qui est la forme active. Donc, je récapitule. En cas d'hémorragie, la pression artérielle va baisser, bien entendu, y compris la volémie, et ça excite bien entendu les reins. Parce que les reins, je disais, sont irrigués constamment par un volume de sang relativement important. S'il y a hémorragie, ce volume de sang va baisser, donc forcément, il y a des récepteurs qui sont là-bas, sensibles à ces variations. C'est bon. Informez maintenant, si vous voulez, ces reins vont sécréter une enzyme qu'on appelle la rénine. Cette rénine maintenant va permettre de transformer une protéine qui était dans le foie, qu'on appelle l'angiotensinogène, en angiotensine. Angiotensine 1 d'abord. Mais cette angiotensine, on a dit, est la forme inactive. Et donc, il faut la convertir en angiotensine 2, qui est la forme active. Et là, on a également une enzyme qui provient des poumons pour assurer ce travail-là. Enzyme de conversion, ça provient des poumons. Une fois maintenant qu'on a l'angiotensine, cette angiotensine, forme active du moins, va agir sur les artères. Ici, les artères. Je ne sais pas maintenant si vous voyez bien. Il y a Abdou Wahab qui nous a rejoint. Donc, ça va agir sur les artères, d'une part, pour créer entraîner une vasoconstriction. Vous voyez ici, vasoconstriction. Diminution donc du diamètre des artères. Et ça va agir également sur la corticocérébrale que vous voyez là. La corticocérébrale, tout à l'heure, il y a un schéma, si vous regardez vos supports là, il y a un schéma qui montre un peu la médulle. La médulle est la partie centrale de la capsule surrénale. Donc la partie périphérique maintenant constitue la cortico. Cette cortico maintenant va faire quoi? Sécréter une hormone également. Vous voyez là, on appelle l'aldostérone. Et l'aldostérone maintenant va agir sur les reins. Ça, tout à l'heure, en fait, les reins ici vont se comporter comme un organe effecteur. Mais d'abord, n'oubliez pas que ce sont les reins qui ont senti un peu le problème et qui ont déclenché le mécanisme. C'est pas maintenant, ici, le rein est à la fois récepteur, mais également, je disais, effecteur. Hein, voilà. Ce qui fait que donc, l'aldostérone sécrété par la corticocérébrale va agir sur les reins pour permettre quoi maintenant? D'abord, la réabsorption d'ions Na+. C'est bon. On réabsorbe les ions Na+. Et en réabsorbant maintenant les ions Na+, bien entendu, l'organisme maintenant va retenir son eau. Parce que comme je donne souvent comme exemple le fait d'essayer de manger beaucoup de sel. Si vous mangez un repas très salé, tout de suite maintenant, après avoir mangé, vous verrez que vous aurez une envie pressante de boire de l'eau tout de suite. Parce qu'en réalité, c'est normal, hein? Le milieu intérieur aura tendance à être hypertonique. Et en ce moment, maintenant, les cellules de l'organisme vont perdre beaucoup d'eau. Donc, il faut tout de suite maintenant se réhydrater pour peut-être permettre éventuellement d'éviter ces problèmes-là. Ce qui fait que donc, quand on réabsorbe des ions qui devaient être éliminés, si vous voulez, au niveau des œufs, alors c'est comme si maintenant on participait, si vous voulez, à hausser la pression. Osmotique, attention. Et ça, je dirais que ce n'est pas bon pour l'organisme, alors il faut faire quoi?
bien entendu, il faut retenir l'eau. En tout cas, maintenant, l'eau qui devait être éliminée avec les déchets que les reins ont fabriqués, une bonne partie de cette eau sera réabsorbée. Attention, il n'y a pas arrêté de... Quand on dit les reins fabriquent l'urine, et en fabriquant l'urine, il y a des déchets, il faut éliminer. Quand maintenant il y a réabsorption d'eau, ce n'est pas l'urine qui est réabsorbée, si vous voulez directement les déchets. Non, non. La quantité de déchets qu'il faut éliminer, on l'élimine toujours, la même quantité. Sauf que maintenant, on devait l'accompagner, les faire accompagner avec beaucoup d'eau. Voilà, je vois également Gay. Bonsoir, Gay. Alors, ça va être Kadiatou peut-être. Et maintenant, on réabsorbe une bonne partie de cette eau-là. Ce qui fait que donc, quand on élimine la même quantité de déchets, cette dernière maintenant, cette quantité, je veux dire, ces derniers, les déchets, seront accompagnés maintenant d'un volume d'eau relativement faible. Forcément, les urines seront très concentrées, mais également avec un volume très faible. C'est bon. Si par contre, maintenant, c'était l'inverse, normalement, la réabsorption devait diminuer, et à ce moment, maintenant, on allait éliminer beaucoup d'eau. Les urines, en ce moment, seraient, si vous voulez, très peu diluées, très peu concentrées, donc très diluées. Et donc, forcément, avec une grande quantité. Ce qu'on appelle dans la régulation, on verra tout à l'heure, dans l'autre mécanisme, si vous voulez, ce qu'on appelle l'augmentation de la diurèse. La diurèse, maintenant, étant le volume d'urine, si vous voulez, éliminé par les reins. Si, dans certaines situations, donc, on augmente la diurèse, et puis l'augmentation de la diurèse, bien entendu, accompagnée souvent par une diminution de la réabsorption. Parce qu'on ne peut pas réabsorber de l'eau et avoir une diurèse importante. Donc, quand on diminue la réabsorption d'eau, c'est en ce moment-là que la diurèse sera beaucoup plus importante. Par contre, maintenant, dès qu'on diminue la diurèse, ça suppose quoi maintenant? Effectivement, qu'on a voulu réabsorber. C'est cette situation-là qui présente. On a réabsorbé de l'eau et donc forcément la diurèse a baissé. Mais cette réabsorption d'eau, maintenant il faut savoir les conséquences, va permettre ici l'augmentation de la volémie. Et quand la volémie augmente, bien entendu, la pression va augmenter. Donc je récapitule un peu le mécanisme. Donc il y a les centres. Dis-moi s'il y a en cas de baisse, il faut démarrer ici en bas. J'étais toujours sur l'autre schéma, je disais les centres là. S'il y a hémorragie, alors cette hémorragie va faire baisser la volémie et bien entendu la pression artérielle. Alors les reins sont stimulés et vont, si vous voulez, libérer une enzyme qu'on appelle la rénine. Cette rénine maintenant permet de transformer ici une protéine hépatique qu'on appelle si vous voulez, une protéine hépatique, on appelle l'angiotensinogène, en angiotensine bien entendu 1, qui est la forme inactive. L'angiotensine 1 maintenant sera convertie en angiotensine 2, c'est la forme généralement qui intervient dans ces régulations, grâce à maintenant une protéine, ici grâce, si vous voulez, à une enzyme, c'est une protéine, mais qui provient maintenant des poumons. La première enzyme provenait des reins, ici maintenant ça provient des poumons. Donc, une fois que la conversion est effectuée, maintenant vous avez ce qu'on appelle l'angiotensine 2. L'angiotensine 2, la forme active. C'est cette hormone maintenant qui agit sur, d'une part, les artères et d'autre part, la corticocérénale. C'est pour permettre maintenant à la corticocérénale de sécréter l'aldostérone qui, en agissant maintenant sur la corticocérénale, si vous voulez, va permettre au rein maintenant de réabsorber beaucoup plus de NA. Et quand on absorbe beaucoup plus de NA, bien entendu, on retient pas mal d'eau. C'est bon. Voilà. Ok. C'est à peu près ça. Hein? On a pu montrer la réaction des artères suite à cette action de l'angiotensine, c'est la vasoconstriction. Même chose également au niveau des reins, parce que là, on considère l'angiotensine n'agit pas directement sur le niveau des reins, mais agit sur des organes, comme par exemple la corticocérébrale, pour que la corticocérébrale maintenant lui vienne en aide. Voilà, ça va sécréter une hormone, cette hormone maintenant va permettre, si vous voulez, de déclencher
voilà, ici, la vasoconstriction des artères, voire maintenant, ici, l'aldostérone va permettre, une fois libéré par la corticose rénale, maintenant, de faire réabsorber par les reins les ions Na+, et une fois que les ions Na+ sont libérés, maintenant, ça va permettre de retenir l'eau. On sait que maintenant, quand on retient de l'eau, bien entendu, dans le milieu intracellulaire, c'est pour permettre maintenant, dans le milieu intérieur tout simplement, c'est pour permettre maintenant au volume de sang d'augmenter, ce qu'on appelle augmentation de la volume. Une fois qu'on augmente la volume, bien entendu, la pression va augmenter. Ça maintenant, ce qu'on appelle la régulation hormonale, qui vient bien entendu beaucoup plus, en tout cas plus tardivement que, si vous voulez, la régulation nerveuse. Maintenant, il nous reste la régulation neuro-hormonale. Ouais, je ne l'ai pas sous forme de schéma parce que c'est plus simple. En fait, on peut peut-être griffonner très rapidement les schémas. Voilà. On a à peu près. On a à peu près ça. J'ai mis seulement les trois éléments qui intervenaient. Vous avez ici. Voilà, les volorécepteurs auriculaires, hein, au niveau de l'oreille gauche, les volorécepteurs auriculaires. Ici, vous avez maintenant, voilà, le complexe hypothalamus-hypophysaire. L'ensemble formé par l'hypothalamus et arrêté l'hypophyse, mais particulièrement maintenant la post-hypophyse. C'est la partie supérieure. Ce sont ces deux éléments maintenant qui vont déclencher une fois que l'enfant, une fois que, si vous voulez, il y a une baisse de la pression. Ce sont ces volorécepteurs-là qui, sensibilisés, maintenant vont déclencher le mécanisme, aboutissant bien entendu à une hausse. Maintenant, on va démarrer. S'il y a une baisse suite à une hémorragie ou à un autre phénomène, alors ça va exciter, en cas de baisse de la pression artérielle, ça excite les volorécepteurs. Voilà. Il se trouve que là où j'ai mis le moins en haut, il y a des fibres sensitives du nerf 10. Le nerf 10, on l'a étudié, si vous voulez, comme étant un nerf moteur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ça reste valable, hein, mais quand même, il a des fibres de l'orthosympathique. D'ailleurs, on l'appelle maintenant un nerf mixte. Hein. Voilà. Vous avez des nerfs orthosympathiques et vous avez des nerfs moteurs au niveau du nerf 10. Et maintenant, ces fibres du nerf 10 vont envoyer des informations jusqu'au niveau du complexe. J'ai mis ici CHH, complexe. Là, il faut compléter. Donc, c'est hypothalamo-hypophysaire. Hein? CHH, complexe hypothalamo-hypophysaire. Voilà. Ce complexe maintenant hypothalamo-hypophysaire va libérer une hormone qu'on appelle la vasopression. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que j'ai mis ici, après le complexe, j'ai mis un trait qui va jusqu'au niveau, bien entendu, des reins. Il faut savoir que, peut-être même, dans ce complexe, il y a peut-être si vous voulez, des neurones, voilà, qui peuvent maintenant sécréter, regardez, il y a des neurones hypothalamiques qui sécrètent, bien entendu, cette hormone. Cette hormone, maintenant, en réalité, est libérée dans la post-hypophyse, parce que ce n'est pas l'hypothalamus qui libère directement. La post-hypophyse, maintenant, en réalité, a des capillaires sanguins, et c'est dans la circulation sanguine, maintenant, que ces neurones-là vont libérer cette hormone. C'est bon. Maintenant, c'est la post-hypophyse, quand même, qui va permettre, maintenant, de libérer cette hormone pour que ça puisse aller, maintenant, exciter les reins. Voilà. En tout cas, j'ai mis complexe, parce que les deux éléments interviennent. Le premier, c'est pour sécréter, si vous voulez, la substance. Et l'autre, maintenant, une fois c'est nécessaire, maintenant, on va libérer ça dans le sang. Ce qui fait que donc, nous avons une partie là, que je vais compléter, fibre nerveuse du nerf 10. On peut même mettre fibre sensitive du nerf 10.
Et là, maintenant, vous avez l'autre partie qui est hormonale avec vaisseau sanguin. Voilà, vaisseau sanguin, ça c'est la voie. Ok, ça c'est la voie nerveuse. Donc, c'est pourquoi on l'appelle neuro-hormonal. Parce que vous avez, je disais, les volorécepteurs, une fois sensibilisés de cette baisse, donc, seront davantage, moins stimulés. Hein, ce qui fait qu'en réalité, l'activité électrique de ces fibres-là va baisser. Je mets ça en rouge. Je vous donne le temps également, il y a un exercice qui prend comme ça. Si toutefois, maintenant, on devait avoir une hausse de la pression, comment ça allait se traduire? Pour ne pas réfléchir trop longtemps. On moins ici. Voilà. Voilà. Donc, il y aura un moins pour montrer que les fibres-là, en ce moment, les fibres-là verront leur activité diminuer. Ce sont les fibres sensibles du nerf 10. L'activité va baisser. Le nerf 10 recevant cette baisse saura que, bien entendu, il y a un problème. Et c'est que généralement, c'est une baisse. Le but, c'est de faire quoi? Libérer, oui, c'est par la partie sulfureuse, l'hormone qui va agir maintenant sur des organes cibles. Les organes cibles, maintenant, bien entendu, ce sont les reins. Les reins, maintenant, vont réabsorber l'eau parce qu'ici, il n'y a pas d'ion à, dans le cas de l'aldostérone, d'ion à réabsorber avant de retenir l'eau. Ici, les reins vont retenir l'eau directement. Voilà. C'est le mécanisme hormonal. Voilà. Ou bien le système le système rénine-angiotensine-aldostérone. Voilà. La rénine étant une enzyme provenant des reins, l'angiotensine 2, bien entendu, dérivant de la conversion de cette hormone-là, ou bien de cette, si vous voulez, l'angiotensine dérive d'une protéine, dérivant donc de la conversion d'une protéine hépatique, qu'on appelle l'angiotensine en une forme d'hormone qui est inactive, qu'on appelle l'angiotensine 2. L'angiotensine 1 maintenant sera converti à son tour en angiotensine 2 par une enzyme provenant maintenant des poumons. Elle commence un peu complexe, hein? Alors, il faut faire très attention pour comprendre le mécanisme. Et une fois qu'on a l'angiotensine 2, ça agit maintenant sur la cortico-surrénale pour que la cortico-surrénale maintenant sécrète de l'aldostérone. Maintenant on parle de rénine, angiotensine, aldostérone. Et ici on va montrer même que même s'il y a cette possibilité-là d'avoir une hormone agissant sur les reins, lui demander de réabsorber les ions, d'abord les ions NA+, avant de retenir de l'eau. Il y a également la possibilité de voir l'angiotensine cette fois-ci agir même sur, si vous voulez, les artères. Les artères maintenant vont entrer en vasoconstriction, ce qui va également hausser la pression artérielle. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci en cas de hausse? Parce qu'il n'y a pas en classe, on se limite sur ça. Mais il y a un exercice où on dit maintenant à l'élève, on met sincèrement dans. Il y a plusieurs documents qui sont fournis, mais à la fin, on se rend compte qu'on nous demande en réalité de donner le mécanisme qui permettrait éventuellement d'augmenter la diurèse. Nous, on nous a dit qu'on diminue la diurèse et on augmente la réabsorption. Et donc, ici, les questions posées voudraient que maintenant, l'élève, si vous voulez, puisse donner le mécanisme qui serait pratiquement le contraire de ça. Parce que là, on aboutit à une hausse. Voilà. Ici, il se trouve que dans cet exercice, on dit déjà qu'il y a une hausse de la pression. Et qu'est-ce qui devrait se passer en principe? On peut connaître, hein? Parce que si on doit avoir une hausse de la pression, il faudra bien entendu exciter davantage les volorécepteurs. C'est ce que j'ai commencé d'abord à mettre en bleu. On excite davantage les volorécepteurs, je complète. Le nerf, les fibres sensibles du nerf 10 verront leur activité augmenter. En ce moment, maintenant, ces fibres-là bloquent en réalité le complexe. Et quand ces fibres-là sont excitées, alors, ici vous verrez le centre. Ici, vous verrez ici le complexe hypothalamo-hypophysaire qui est inhibé. En ce moment, voilà. Et comme c'est le complexe-là qui produit l'ADH, on peut supposer que la sécrétion d'ADH va baisser. Et en ce moment, maintenant, on mettra
ici ADH, ADH augmente. Voilà, l'ADH, dans la première situation, avait augmenté, dans la deuxième situation, il va baisser, voire même s'améliorer. Voilà. En rouge, c'est la première situation. On avait une hausse de l'ADH permettant maintenant, en agissant sur les reins, d'augmenter la réabsorption d'eau. Dans la deuxième partie maintenant, on a ici moins, parce qu'en fait, ça montre qu'on n'a presque pas libéré de l'ADH. Et si on ne libère pas l'ADH, parce que l'organe qui devait assurer sa production a reçu des ordres, hein, voilà, ça fait, lui permettant de ne pas en libérer, c'est le complexe hypothalamique-hypophysaire, ce sont des neurones hypothalamiques. Dès que maintenant il y a une hausse, on n'a pas besoin de libérer l'ADH, parce que l'ADH en réalité augmente la pression, parce qu'en retenant l'eau, alors que déjà on a une augmentation. C'est en cas de baisse donc ça intervient, mais des fois je dis on vous donne des mécanismes à l'encontre de ce qu'on a appris en classe. Ici c'est le cas, mais on ne fait que s'adapter. Vous faites que s'adapter, vous adaptez. Là où j'ai mis en rouge, c'est que se passe normalement. J'ai mis en bleu maintenant si on devait avoir l'air. C'est bon. Voilà, voici le mécanisme neurohormonal. Avec maintenant, bien entendu, l'hormone principal ici, c'est l'ADH. Peut-être noter que ce mécanisme, bien entendu, fait intervenir des éléments nerveux, mais également, parce qu'il y a la fibre sensible du nerf 10, mais également des hormones. Ce qui fait qu'on le qualifie de mécanisme neurohormonal. C'est bon. Neurohormonal, partie nerveuse. Le mécanisme qu'on vient de donner tout à l'heure, bien entendu, était exclusivement hormonal et l'autre maintenant était du système nerveux. Ça sont les mécanismes. On va donner les trois. Le mécanisme nerveux, le mécanisme hormonal et enfin maintenant le mécanisme hormonal. Ce que nous allons faire maintenant, c'est revenir un peu sur les expériences de Louis, avant de peut-être faire une pause pour que qu'on puisse même aller prier, etc. Ça ne fait pas partie des mécanismes, mais comme on les a un peu, on les fait un peu dans le cours, c'est pour vous permettre d'en savoir le mode d'action. C'est pour que les gens on demande ça, le mode d'action des fibres du nerf 10 ou bien du nerf 10 tout court, et le mode d'action également des fibres, des fibres du nerf orthogonal. Ces fibres-là, bien entendu, libèrent une substance. On verra. Des substances. Ici, c'est l'acétylcholine. Ici, c'est la noradrénaline. Si nous prenons maintenant le nerf 10, qu'est-ce que Louis a fait? Il a, si vous regardez le schéma 13, il a prélevé deux cœurs, cœur B et cœur A. Le cœur A, maintenant, on l'a prélevé avec, si vous voulez, son nerf 10. Et maintenant, on a lié également le nerf 10, le cœur A et le cœur B. C'est bon. Et on les a mis maintenant dans de bonnes conditions. De sorte que maintenant, on puisse peut-être les faire fonctionner pendant un moment. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a excité le nerf 10. On constate que maintenant, résultat, vous avez les avez à côté. Ouais. On a maintenant une diminution de la fréquence et même des amplitudes de contraction. À un moment donné, même il y a arrêt. Je parlais tout à l'heure du rapport de force. C'est ce qu'au départ, bien entendu, on libère de l'acétylcholine, d'accord, qui va faire ouvrir des canaux dépendants, d'accord. Il faut savoir maintenant que quand on fait cette expérience, il faut penser qu'éventuellement, en temps normal, l'acétylcholine est un peu contrecarrée par la noradrénaline. Cette noradrénaline maintenant, bien que les fibres là n'apparaissent pas, devrait permettre maintenant d'ouvrir des canaux permettant d'avoir un PPS. Ce qui fait qu'au départ, comme la stimulation est maintenue, il va y arriver un moment où peut-être il n'y a plus de libération de noradrénaline, que le système déjà auquel il appartient est bloqué, mais que l'acétylcholine maintenant verra sa quantité augmenter. Et ça provoque maintenant ce qu'on appelle l'arrêt cardiaque.
Il y a d'autres explications, vous verrez. Mais en tout cas, retenez que quand on excite le nerf 10, alors vous avez un ralentissement du rythme cardiaque. Et que avant même la fin de la stimulation, je vais y revenir tout à l'heure, alors ces potentiels, ces contractions maintenant reprennent. Donc, contraction normale. À un moment donné, on commence à exciter ces contractions diminuent d'amplitude et de fréquence. Et à la fin maintenant, vont, si vous voulez, revenir. Cet arrêt-là, maintenant, des contractions, on l'appelle le phénomène d'échappement. Cet arrêt est puis suivi de la reprise. Hein, c'est surtout la reprise des contractions. Parce qu'il y avait un arrêt et à un moment donné, maintenant, ça reprend. Maintenant, cette reprise des contractions, on l'appelle, je dis, phénomène d'échappement, qu'on va expliquer plus tard. Il faut savoir donc que quand vous voulez savoir comment ça agit, si vous voulez, un nerf, comme le nerf du cœur, prenez maintenant, si vous voulez, un cœur A et un cœur B, reliez le cœur A à son nerf parasympathique, et maintenant, mettez, après avoir relié, si vous voulez, le cœur A au cœur B, mettez un dispositif vous permettant de savoir, en réalité, quelle est la substance qui permet à A d'entrer en bradycardie. Parce qu'au départ, on peut supposer qu'on ne connaissait pas les noms. Et on a vu que là, c'est connu. Quel est son mode d'action également? Vous l'injectez à quelqu'un, forcément, ça va provoquer une diminution de son rythme cardiaque. L'acétylcholine, dans l'activité cardiaque, permet de ralentir le cœur en faisant naître maintenant des PPSI. C'est ça qu'il faut dire. Si nous allons maintenant au niveau de la mise en évidence, éventuellement, du mode d'action des fibres orthosympathiques, il y en a peut-être 3 types. Les nerfs orthosympathiques, on a cité le nerf cardio-accélérateur tout à l'heure, le nerf qui au niveau qui vient bien entendu innerver les artères, l'autre nerf qui innerve bien entendu le cœur, c'est sur celui-ci qu'on va peut-être insister, et le nerf qui va au niveau de la médule. Voilà, quand vous prenez le cœur et le cœur d'un animal A et le cœur également d'un animal B, vous les reliez et vous faites apparaître le cœur A avec son nerf orthosympathique. En ce moment, quand vous excitez, je rappelle que maintenant, pour éviter que le système para, qui est prédominant, n'influence les résultats, on a donné de l'atropine. Tout à l'heure, ce n'était pas le cas. C'est fait qu'on pouvait avoir toujours ce rapport de force que j'ai évoqué. Alors ici, maintenant, on fait nécessairement intervenir une substance, l'atropine, qui peut maintenant permettre au système, tout ce qu'on verra maintenant sera imputable peut-être au système orthosympathique. C'est ce que Louis a fait. Il a donc excité le nerf orthosympathique du cœur A et a constaté que tout de suite après, les contractions qui étaient normales maintenant, deviennent comment maintenant, voient leur amplitude augmenter, mais également des fois non, c'est pas le cas. Hein. Ça augmente seulement. On a une augmentation de la fréquence et éventuellement une augmentation du nombre. Ça, c'est évident. Hein. On va s'amuser tout à l'heure à compter. Hein. Donc, nombre de potentiels d'action augmente. Peut-être noter que là-bas, dès qu'on a excité ça, démarrer ces changements-là, alors qu'ici, vous voyez qu'il y a un certain temps de latence. Quel que soit le fait, quand, si vous voulez, quand on met deux cœurs A et B dans un milieu physiologique et que maintenant on excite le nerf ortho du cœur A avec lequel on va libérer bien entendu, vous verrez que le cœur A va accélérer son rythme. Ça se traduit sur le schéma par ce que vous voyez, hein? Augmentation d'amplitude et augmentation de la fréquence. Ensuite maintenant, le même phénomène a été observé au niveau du chien B. Et on s'est dit que donc, le chien B, dont le nerf du parc sympathique n'a pas été prélevé, donc il ne peut pas, si vous voulez, ne peut pas voir sa contraction augmenter à cause, si vous voulez, du nerf orthosympathique qui libère, je l'ai dit tout à l'heure, la noradrénaline. Ce n'est pas la noradrénaline, donc provenant de l'excitation de nerf ortho qui est à l'origine, si vous voulez, de
de l'augmentation de sa fréquence. En tout cas, de la noradrénaline provenant du nerf. Hein. Attention, voilà. Parce qu'il n'y a pas de nerf orthosympathique. On a prélevé le nerf 10 avec son nerf orthosympathique et on l'a excité là-bas. Et on a constaté que le nerf, le rythme cardiaque avait augmenté, mais avec un léger décalage également, ça a augmenté au niveau de B. Alors que B, son nerf ortho n'a pas été prélevé. Donc, ça veut dire que rien n'a pu se faire là-bas. Donc, maintenant, si on regarde la solution maintenant, et qu'on voit que maintenant, il y a cette substance-là, on se dit que c'est cette substance qui a provoqué, si vous voulez, également, l'augmentation, sûrement l'augmentation du rythme cardiaque de A, mais également l'augmentation du rythme cardiaque de B. C'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure, hein, avec l'acétylcholine qui avait diminué d'abord le rythme cardiaque en A, et plus tard, avec un léger décalage, c'est celui de B. Maintenant, ça suppose quoi? Que comme B, on n'a pas excité son neurone, son nerf sympathique, c'est la substance qu'on a pu observer dans la solution, qui est la non-adrénaline, qui a permis à A d'abord de voir son rythme augmenter, qui lui a permis à lui également de voir son rythme augmenter. On se dit que donc, la non-adrénaline, donc, contrairement à l'acétylcholine, est excitateur. Et vous verrez que dans beaucoup d'exercices, quand même, c'est ce qu'on considère, que la non-adrénaline fait partie donc des catécholamines comme l'adrénaline. C'est bon? Voilà. Ça, c'est l'expérience de Dewey. Ça nous a permis de savoir que donc les nerfs orthosympathiques accélèrent le cœur grâce à un interneurone qui est excitateur, c'est-à-dire qui ouvre des canaux, si vous voulez, soit à sodium, soit peut-être éventuellement à calcium. Par contre, maintenant, si vous prenez la l'acétylcholine, c'est l'inverse. La L'acétylcholine, maintenant, libérée par le nerf 10, permettrait plutôt de faire baisser la fréquence cardiaque. On parle de modération. Voilà. Voilà, on va peut-être faire une pause. Je vois qui Wahab, hein? C'est Wahab, Abdou Wahab. Les autres également, il y a, je pense, Gaï, que j'ai pu voir, Babacar, etc. Je fais une pause. Hein? Voilà, je prie et je reviens, on termine. Il nous reste 1 heure. On va peut-être aborder très rapidement les maladies et commencer maintenant les TD. Hein? C'est bon? Si tout le monde m'écoute ou bien m'entend, on va faire ça. C'est bon? Je coupe mon micro, pas la caméra, le micro seulement.
Voilà. Je réactive de nouveau mon micro pour qu'on puisse reprendre. Désolé de cette pause, hein, mais souvent nécessaire, surtout en cette mois béni de Ramadan. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure qu'on a fini les mécanismes de régulation. J'espère qu'au moins vous avez retenu l'essentiel. Nous allons maintenant passer aux maladies cardiovasculaires. En réalité, on étudie un exemple de maladie cardiovasculaire, à savoir l'athérosclérose. Et nous allons voir que les conséquences maintenant souvent sont, si vous voulez, l'apparition d'autres maladies. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que l'athérosclérose? On dit que c'est une anomalie qui est due au fait que maintenant les artères deviennent moins flexibles. Du fait maintenant, en réalité, d'un dépôt d'athérome. Athérome, maintenant, c'est une plaque, bien des plaques riches en calcaire et en calcium qui se sont déposées maintenant, suite, bien entendu, à peut-être un mauvais comportement alimentaire. On a eu un régime alimentaire, vous savez, pendant l'enfance, etc. Normalement, on ne ressent rien, mais en atteignant maintenant 40 ans, 50 ans, donc il y a eu pas mal de cholestérol, en tout cas d'éléments gras qui se sont déposés parce que difficilement transportables. Surtout maintenant, si après avoir mangé, surtout la nuit, hein, vous mangez, vous couchez. Quand vous vous couchez, alors la pression souvent diminue parce que les artères, hein, c'est un tube. Hein, voilà, si vous faites comme ça, mais mettez de l'eau ici, vous verrez que même si ça doit sortir, ça va sortir avec une très faible pression. Par contre, quand vous faites comme ça, voilà, mettez un liquide, vous verrez que ça va sortir beaucoup plus rapidement. C'est vrai que donc la pression a tendance à circuler si on est en situation, en tout cas circuler normalement, si on est en situation debout, comme si dès qu'on est couché, forcément ça semble tout et on a ces problèmes-là. Les personnes qui ont tendance à se coucher après avoir mangé, le sang maintenant ne transportant pas correctement parce que la pression est réduite, ne transportant pas correctement les nutriments, notamment tout ce qui est gras, qui auront tendance à traîner, et des fois maintenant se déposent. Pendant longtemps maintenant, vous avez ces mauvaises habitudes, alors vous avez une accumulation de ces éléments-là qui finissent maintenant par donner ces athéromes. Voilà. Quand vous regardez, j'ai peut-être, j'ai pas donné vraiment au niveau du support, j'ai oublié de placer ça, mais je vais essayer de vous montrer ça. C'est une portion d'artère. On a eu dépôt d'athérome. Ce dépôt d'athérome maintenant réduit carrément la lumière parce que l'artère est présente, si vous voulez, une paroi, voilà, mais également au milieu, il y a ce qu'on appelle maintenant la lumière. Et si ce dépôt-là s'effectue, alors à la longue maintenant, forcément, ça va réduire la lumière de l'artère. Comme c'est cette lumière que le sang emprunte pour pouvoir circuler normalement, alors vous allez voir que ça va forcément gêner la circulation sanguine. Voilà. C'est comme un tuyau de robinet, un tuyau en colle, si vous voulez. Il y a là où l'eau doit passer. Si vous serrez, vous voyez que la pression va augmenter. Et donc, la conséquence, c'est surtout ça va augmenter la pression. Voilà, constamment. Et vous avez maintenant d'autres problèmes qui peuvent découler de cette anomalie. Voilà. Mais d'abord, parlons des causes. Les causes maintenant peuvent être liées au vieillissement. En principe, quand on vieillit, ça devait se produire normalement. Hein? Donc, voilà. Donc, ça va arriver beaucoup plus tardivement que possible. Voilà. Souvent, c'est une bonne hygiène alimentaire et tout simplement, quand on se comporte, quand on a un bon comportement, voilà, on a de bonnes habitudes, on mange très tôt le soir, on a l'habitude d'aller faire du sport, etc. On ne boit pas n'importe quoi, etc. On ne mange pas n'importe quoi, etc. En ce moment, maintenant, on aide l'organisme. Voilà. En aidant l'organisme, ça arrive maintenant, on retarde le vieillissement de ces cellules, y compris maintenant
si vous voulez, les artères et bien les vaisseaux sanguins de façon générale. En ce moment maintenant, même si ces problèmes doivent survenir maintenant, on espère que ça va être le plus tard possible. C'est bon. Voilà, là maintenant, vous avez... Je vous montre ça. Voilà. Je sais pas, mais j'espère que maintenant ça apparaît. Voilà, je vais agrandir un peu. Agrandir un peu. Voilà, ça c'est l'artère. On vous donne ici. Là, vous avez la paroi. Ça, c'est la paroi. Et donc, ça, normalement, c'est la cavité. À part de là, c'est la cavité, tout ça. C'est ça qu'on appelle d'ailleurs le diamètre de l'artère. Diamètre de l'artère. Des fois, vous verrez qu'on parlait de vasoconstriction. Cette paroi-là peut augmenter, par exemple, jusqu'ici, en bas égale pareil. Et ça réduit maintenant cette cavité, ce qu'on appelle vasoconstriction. Des fois, maintenant, ça peut augmenter, reculer jusqu'ici. Et en ce moment, le diamètre augmente. On parle de vasodilatation. Donc ça, c'est la paroi. L'épaisseur ici. Maintenant, tout ça, maintenant, devait être la cavité. Et maintenant, ce que vous voyez là en blanc, en fait, c'est pas normal. Là, c'est pas normal. C'est ce qu'on appelle une plaque d'athérome. Vous voyez que donc, maintenant, le sang n'a que ça pour circuler. Ça, forcément, ça crée pas mal de problèmes. C'est bon? Voilà. Si ça, c'est réglé, si tout le monde a vu ça, on revient sur les causes. J'avais dit que maintenant, ça peut être lié à une dégénérescence liée à la vieillesse, qui fait que donc ces artères-là deviennent donc moins élastiques et ne transportent plus correctement le sang. Ça peut être également ce vieillissement maintenant, cette cause liée au vieillissement et à une dégénérescence plus précisément, peut être associée à, si vous voulez, des facteurs génétiques. On est issu d'une famille où on a l'habitude d'avoir ça, forcément, on peut hériter. Voilà. Bien, on a beaucoup plus de chances d'avoir ça que quelqu'un qui est issu d'une famille qui l'avait, où les personnes n'ont pas ça. Voilà. L'autre également, ce sont des facteurs à risque. Les facteurs à risque, c'est, par exemple, vous fumez de la cigarette, par rapport à quelqu'un qui ne fume pas, forcément les risques augmentent. Il y a également le sexe. Vraiment, les garçons ont tendance à avoir ça beaucoup plus que les filles. L'obésité, quand quelqu'un est obèse, il aura tendance à avoir ça beaucoup plus qu'une personne qui ne l'est pas. Une personne également qui boit de l'alcool aura tendance à avoir ça beaucoup plus qu'une personne qui n'en boit pas. Voilà, il y a ce qu'on appelle les facteurs à risque. Donc, vous avez une dégénérescence qui est due au vieillissement, qui peut être à l'origine de ça. C'est bon, de l'athérosclérose. L'autre cause, maintenant, bien entendu, est d'origine pathologique. Voilà, c'est une infection, soit bactérienne, soit maintenant de virus. Donc, infection bactérienne ou virale. Voilà. Dans tous les cas, maintenant, vous verrez qu'il y aura un épaississement, comme je l'ai montré tout à l'heure, un épaississement de la paroi. La paroi est là. Vous verrez qu'il y a un épaississement de la paroi et donc forcément une réduction de la cavité, là où doit circuler le sang. Et quand le sang maintenant a du mal à circuler, donc forcément il est ralenti. On parle de ce phénomène-là. Le sang qui est ralenti, qui ne circule plus normalement, il peut y avoir maintenant du sang qui se coagule, etc. Voilà. C'est ce phénomène-là qu'on appelle ischémie. Et pas mal d'organes ou bien de tissus qui devaient être traversés par ce sang-là pour être ravitaillés en nutriments, etc., oxygène également, ne le sont plus. Et vous verrez que ces tissus maintenant vont mourir, morts de certains tissus parce que nous ne recevons pas de sang ou pas suffisamment. Voilà, ça sont les conséquences directes, etc., de cette anomalie. Les autres conséquences maintenant, bien entendu, ce sont d'autres maladies. Voilà, on démarre maintenant par ce qu'on appelle, si vous voulez, l'angine de poitrine. Angine, quand on parle d'angine, ça veut dire que maintenant il y a un rétrécissement de angine de la gorge, voilà, rétrécissement des voies respiratoires, voire des voies par où passe maintenant l'alimentation. Mais ici, on parle maintenant d'angine de la poitrine. C'est plutôt maintenant des artères qui vont au niveau du cœur, qui sont bloquées. Et vous allez voir que vous sentirez un peu des picotements. Voilà. Si c'est le cas, allez voir un médecin, parce que ça démarre. Vous avez peut-être des artères innervant quelques zones du cœur qui ne reçoivent, qui sont bouchées et qui maintenant empêchent à ces parties-là du cœur de recevoir le sang correctement. Les vaisseaux, on les appelle les artères coronaires. Et ça, maintenant,
ça doit s'aggraver, alors vous verrez que le cœur même, ne recevant plus de sang, va arrêter de battre. C'est bon. On parle maintenant de crise cardiaque. C'est le deuxième problème. Donc, angine de poitrine, quand des artères maintenant allant au cœur sont bouchées et vous sentez des picotements, si vous voulez, au niveau du cœur. Maintenant, quand ce problème n'est pas réglé, ça peut aboutir maintenant à la crise cardiaque, infarctus du myocarde. Ça, maintenant, c'est carrément maintenant les artères, les plus grosses artères se rendant au cœur maintenant qui sont bloquées, hein, voilà, par ces plaques graisseuses, etc. Complètement bouchées. Là-bas c'était des blocages concernant peut-être des petites artères, et puis, ou bien les grosses artères, mais qui ne l'étaient pas totalement. Si maintenant ça se généralise et ça complique sincèrement le travail du cœur qui décide pas, qui bien entendu va arrêter de battre. Voilà, vous avez également l'embolie. L'embolie, c'est dû également des fois au fait que quand le sang circule, vous savez, ça circulait sur un espace plus ou moins large, plus aisément, donc forcément. Mais quand c'est réduit maintenant, le sang essaie de forcer pour passer, etc. Et ça peut des fois maintenant amener avec lui, si vous voulez, une partie de l'athérome. Parce qu'il faut savoir que les éléments qui forment l'athérome se sont déposés, je dis, pendant plusieurs années. Ça ne s'est pas fait à l'échelle d'une journée, hein, c'est pendant plusieurs années. Ce qui fait que donc, ces éléments-là ne sont pas déposés au même moment et donc ça forme un bloc. Et ce bloc-là n'est pas tellement quelque chose qui ne va pas, si vous voulez, s'effriter. Ce qui fait que donc des éléments peuvent quitter le bloc et le sang maintenant les transporte jusqu'à des artères, parce que là c'est au niveau de grosses artères, jusqu'à des artères qui sont plus petites. Et en ce moment maintenant, comme ces éléments également sont petits, on les appelle des emboles. Alors ça peut maintenant bloquer cette artère qui est malheureusement plus. Au niveau des grosses artères, ça ne pose pas de problème, si notamment l'embole est très petit. Mais comme si ça arrive au niveau de petites artères, ça bloque l'artère. Et l'artère, maintenant, il se trouve que ces artères peut-être innervent des parties de l'organisme. En ce moment, maintenant, vous avez une lésion, une destruction de ces zones-là. Hein. Voilà. En ce moment, maintenant, ça provoque également ce qu'on appelle une embolie. Ça peut être embolie pulmonaire, etc. Embolie également cardiaque, même des fois, quand ce sont des artères au niveau du cœur qui sont concernées. Voilà. Et il faut retenir que l'embole peut, j'ai donné le cas où ça quitte, si vous voulez, l'athérome, mais ça peut être également dû à, si vous voulez, une substance, des bulles d'air, caillot sanguin, du sang qui s'est coagulé, j'en ai parlé tout à l'heure, ou des fois même à des bactéries. Il y a une infection, les bactéries sont multipliées, elles sont devenues tellement nombreuses que ça forme des fois des blocs qui peuvent empêcher au sang de circuler si vous voulez, en obstruant certaines artères. Voilà. Il y a également la thrombose. La thrombose, maintenant, c'est du sang qui se coagule. Toujours lié à ça. Circulation, mauvaise circulation, le sang traîne et a tendance maintenant à se coaguler, etc. Et quand ça coagule, bien entendu, on parle de thrombose, pouvant également bloquer également la circulation. Parce que quand le sang se coagule, forcément, petit à petit, ça va réduire encore, si vous voulez, l'espace qu'il utilise pour circuler. Et ça, maintenant, ça peut aboutir à une obstruction carrément des artères. Voilà. D'abord, il y avait cette réduction due à l'athérome. Ça traîne également, le sang se coagule progressivement. Vous voyez que donc, cette cavité-là va également se réduire, jusqu'à ce que maintenant, ça se bloque totalement. Et puis, ça peut aboutir à d'autres conséquences. La thrombose, c'est la coagulation, mais ça peut provoquer également d'autres problèmes. Et nous avons également les accidents vasculaires cérébraux. Voilà, dû à des lésions. Alors, il y a une partie du cerveau qui devait recevoir du sang, par exemple, comme il y a éventuellement une artère qui a été bloquée, voilà, cette partie du cerveau ne recevant pas de sang, pas d'oxygène pendant quelques moments, alors il y a des lésions qui se créent là-bas. Et on avait vu dans la leçon 9 qu'en réalité, ce sont des aires au niveau du cerveau qui sont responsables ou bien contrôlent tout ce que nous faisons, que ce soit maintenant du côté de la motricité ou du côté de la sensibilité. Ce sont des aires sensibles, des aires motrices. Et que donc ces aires-là, si
il y a une partie qui est lésée. Ça affecte bien entendu la motricité, bien la fonction motrice, voire la fonction sensorielle que ça contrôle, etc. Ce qui fait que donc, ces accidents-là, quand même la personne n'est pas tuée directement, et pour en sortir indemne, c'est un problème. Voilà. On peut avoir un AVC et à l'issue de ça, maintenant, avoir peut-être être maintenant dans l'impossibilité de parler, de marcher, etc. Alors, il faut peut-être souvent beaucoup de séances de rééducation pour que peut-être on retrouve l'usage de la langue, l'usage de ses pieds, etc. Pour faire la marche maintenant. Pas pour pouvoir marcher. Voilà, maintenant, comment les prévenir? Voilà, étant donné que souvent c'est lié à un mauvais comportement, voilà, aggravé en tout cas. Voilà, on a dit que la vieillesse pouvait peut-être conduire à ça inexorablement, mais quand même c'est souvent aggravé par notre comportement, notre mauvaise hygiène de vie, ou bien notre mauvais régime alimentaire. Il faudra donc avoir un bon comportement, par exemple, pratiquer régulièrement une activité physique. Ça pourrait, si vous voulez, vous permettre de vivre pendant longtemps jusqu'à la fin de votre vie, maintenant sans avoir ces problèmes. Ne pas fumer, voilà, ne pas consommer d'alcool. Il y en a qui doivent en boire parce que leur religion leur permet cela. Donc, au moins réduire ça, et ne pas en abuser. Manger équilibré, voilà, ne pas manger trop gras, etc. Parce que surtout maintenant, si c'est la nuit, parce que le jour, ça, on peut comprendre, hein, peut-être on est en activité, etc. Après avoir mangé, on va retourner au boulot, ou bien on était déjà au boulot, on reprend le travail, etc. Mais si maintenant c'est le soir, donc il faut manger très tôt. Il est même déconseillé souvent de manger de la viande rouge la nuit. Voilà. Souvent, on préfère de la viande blanche, poulet, etc. C'est préférable. Et si même ça doit être le cas également, faire comme les militaires, hein, manger très tôt, vers 19h maximum, maximum 18h30, etc. Comme ça, on a le temps maintenant de digérer. Voilà. C'est ça, en fait, tout ce qu'on pouvait dire sur cette leçon. Bon, maintenant, s'il n'y a pas de questions, hein, j'aurais aimé même vous poser cette question. Je vois Babacar. Est-ce que maintenant, Babacar, tu pourrais me parler un peu du mécanisme de régulation nerveuse de la pression artérielle en cas de baisse, hein, tu vois? Parce que j'ai donné ça oralement, je vais montrer le schéma. Maintenant, est-ce que tu peux me faire une description? Parce que si c'est donné en maîtrise de connaissance, l'élève peut, s'il se souvient un peu du schéma, remettre ça sur son cahier de brouillon, parce qu'on demande après de l'illustrer. Mais il ne faut pas mettre ça avant. Donc, vous remettez ça. Si vous avez en tête ça, c'est pas grave, vous pouvez démarrer directement. Ça vous évite de perdre un peu de temps. Mais sinon, également, remettez ça sur votre cahier de brouillon, une feuille de brouillon. Oui. En cas de baisse de tension. Oui. Bonjour. Ensuite, maintenant, vous regardez le schéma et vous insistez. Est-ce que Wahab, Abdou Wahab, que je vois ici, Gay, je pense que ça doit être les Khadi, ou bien Babacar? Oui. Oui. En cas de baisse de tension. Oui. Oui, les barorécepteurs envoient des messages au niveau du centre vasculaire bulbaire. Oui. Qui via quel élément? Via les nerfs de Hering et de Sion. Voilà. Via les nerfs de Hering et de Sion. Et en ce moment, leur activité, si on raisonne en termes d'activité, parce que des fois également, vous demandez ça, leur activité va augmenter ou bien va diminuer? Parce que dans les deux cas, ils vont conduire des informations. En tout cas, leur comportement permettra au centre de comprendre ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'on dit dans le cours général? En cas de baisse. Généralement, en cas de baisse, leur fréquence est diminuée. Voilà, effectivement, la fréquence des potentiels d'action au niveau de ces nerfs, maintenant, va baisser. Va Effectivement, diminuer. la fréquence des potentiels d'action va diminuer. Effectivement, c'est bien. Okay.
Maintenant, quand ça arrive au niveau du centre sensible bulbaire, oui. Modérateur. Oui. Oui. Modérateur, oui. Oui, c'est bien. Oui, ça coupe. Oui. Abdou? Peut-être la connexion qui n'est pas là. Il y a des coupures. Oui. J'ai plus de retour. Il faut insister. Ça va revenir. Je peux continuer ou bien? Voilà, c'est bon. Parce que souvent, il y a des coupures. Je n'entends plus rien. Mais là, c'est bon. Vous êtes revenu. C'est revenu. Oui, continue. Oui. Si les messages sont arrivés au niveau du centre vasculaire bulbaire. Pas vasculaire, mais plutôt sensitif. Hein? Bulbaire. Vasculaire, c'est l'autre. Hein? Sensitif. Voilà, centre sensitif bulbaire. Sensitif. Modérateur. Bulbaire. Oui. Oui. UNIP. Le centre cardiomodérateur bulbaire est excité. Le centre cardio-accélérateur bulbaire. Voilà, c'est ça. Parce que maintenant, l'autre centre, maintenant, en ce moment, sera excité. Tu as parlé tout à l'heure de centre vasculaire, c'est celui-là même qu'il faut exciter. Mais on peut même dire mieux, on le libère de son inhibition. Parce qu'en temps normal, on l'inhibe. Mais maintenant, comme ici, on a besoin de lui, c'est comme si quelqu'un, tu l'avais attrapé, tu l'avais bloqué, tu avais mis des menottes pour l'empêcher de bouger. Mais à un moment donné, tu sens que tu as des problèmes et que tu as besoin de lui. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu le libères. C'est bon, hein? Voilà, on le libère de son inhibition. C'est comme si maintenant, on l'avait excité. C'est bon, hein? Oui. Voilà, maintenant, et l'autre maintenant est bloqué. C'est quel centre? Le centre cardiomodérateur bulbaire. Voilà, le centre cardiomodérateur bulbaire est bloqué. Voilà, conséquence maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Conséquence. Au niveau des nerfs, bien entendu, les nerfs moteurs qui quittent ces centres-là. Oui. Commençons par exemple par le nerf 10. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du nerf 10? Au niveau du nerf 10, on note une faible dépôt de l'acétylcholine. Voilà, donc ça suppose quoi? Donc son activité électrique a fait quoi d'abord? Il faut parler d'abord de son activité. Voilà, son activité électrique sera diminuée. C'est bon. Diminuée. Et ça se traduit, comme tu l'as dit, par une diminution, voire un arrêt de la sécrétion d'acétylcholine au niveau du cœur. Effectivement, de l'acétylcholine. Et là-bas maintenant, au niveau des nerfs ortho. Au niveau des nerfs ortho, on a une augmentation. Oui, de l'activité, effectivement. Oui, de l'activité. Oui, et ça se traduit comment maintenant en termes de libération de neurotransmetteurs? Est-ce que ça augmente? Ça provoque une augmentation de la libération de la noradrénaline ou pas? Oui, ça augmente. Voilà. La libération augmente. Ok. Et comment maintenant ça va se traduire au niveau des effecteurs? Revenons sur le cœur. Tu as dit que le cœur, il y a moins de libération d'acétylcholine et beaucoup plus de noradrénaline. Voilà. Le nerf 10 n'est pas en contact avec les artères. Donc, on dira qu'au niveau des artères, on libère beaucoup plus de noradrénaline. C'est bon. Et donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau du cœur et qu'est-ce qui va se passer au niveau des artères? Au niveau des artères, on note une vasoconstriction. C'est bien. Et au niveau du cœur? Une tachycardie, une bradycardie du moins. Non, une tachycardie, tu as bien répondu au départ. Une tachycardie. Une tachycardie, pas une bradycardie. N'oubliez pas qu'on avait, parce qu'une bradycardie va provoquer une baisse et ça aggrave le problème. Hein? Nous sommes partis d'une baisse, les gars. Il y aura une tachycardie et une vasoconstriction qui auront maintenant pour but de faire quoi finalement par rapport à la pression? De revenir à la normale. De faire revenir la pression à la normale. À la normale, oui. Voilà, mais en l'augmentant, ça rehausse la pression. Oui. À rehausser ou bien augmenter la pression qui revient à sa valeur normale. C'est bon. Voilà, c'est bon. C'est qui Wahaba ou Babacar? Moi, je vois Babacar affiché. Oui, c'est moi qui avais répondu. Ok, d'accord. Donc, ok. Maintenant,
Quelqu'un d'autre peut donner, bon, on va peut-être, on sait que maintenant, pour réguler une hausse également, c'est pareil, pratiquement, on change un peu. Maintenant, qui va donner le mécanisme? Quelqu'un d'autre peut donner le mécanisme de régulation hormonale hein, par le système rénine, angiotensine, aldostérone. Quelqu'un d'autre qui est là, par exemple? Si c'est Babacar que je vois à l'affiche, maintenant, l'autre, c'était Abdou Wahab. Oui, c'est moi. Ah, Abdou Wahab, c'est toi qui as répondu tout à l'heure, hein? C'était Babacar. Ok, d'accord. Hein, qui a répondu tout à l'heure? C'est Babacar ou Abdou Wahab? C'est Babacar qui a répondu. Ok, c'est Babacar. Donc, c'est Abdou maintenant. Abdou Wahab. Oui, c'est moi. Abdou Wahab, bonjour. Et comment vous allez? Ça va bien? Ça va bien, merci. Maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir le mécanisme, tu pourrais nous décrire maintenant le mécanisme de régulation De de la pression artérielle en cas de baisse par le système rénine, angiotensine, aldostérone? Oui, d'accord. Oui. C'est d'abord la production de rénine Oui. par les reins. Oui. Mais dans quelles circonstances? En cas Non, de, démarre par tu me parles du stimuli, hein, bien des stimuli. oui. Qu'est-ce qui peut déclencher ça, par exemple, cette production de rénine par les reins? Oui, c'est un cas, par exemple, de baisse. Hein. Il faut qu'il y ait une baisse de la pression suite à une hémorragie, par exemple. C'est bon, hein? C'est la situation de départ. C'est bon, hein? Parce qu'une hausse ne devrait pas pousser les reins à libérer ça. C'est bon, hein? S'il y a baisse de la pression suite à une hémorragie, par exemple, alors les reins, effectivement, parce que j'ai expliqué pourquoi, parce que vous savez que les reins nettoient le sang en recevant pratiquement tout le volume sanguin. Si maintenant il y a hémorragie, le volume qui les parvenait en temps normal ne les parvient plus. Ce qui fait que dañoom bu ñu sentir problème boobu rek en fait ici xam nga dañu mel ni ko inquiet c'est comme yow nga amoon sa kër kenn am habitude di ñëw bés bu wala sarak muy wàcc à 15 heures bés boo benn bés mu ñëw nga gis wàccul 15 heures ba 15h30 gisuloo qu'est-ce que tu fais? Tu vas alerter hein, forcément. C'est que les reins également avaient l'habitude de recevoir du sang, un volume de sang bien précis bés bu ñu ko recevoir ñoom it ils sont inquiets dañuy alerter dégg nga. Oui, c'est ça. Voilà. Maintenant, maintenant, tu as dit que maintenant, ils vont sécréter de la rénine. Oui, après? Les reins vont répondre par la sécrétion de rénine. Oui. Après, c'est cette rénine qui aboutit à l'angiotensine. Oui, mais comment maintenant? Pas qui aboutit, mais qui va catalyser une réaction. Ça catalyse. Hein? Les enzymes sont des catalyseurs. Qui catalysent une réaction. Oui. C'est bon. Quelle réaction maintenant? Une réaction de transformation. Voilà, de transformation de quoi? De l'angiotensine. Voilà, de l'angiotensine en angiotensine 1. Voilà, c'est bien. C'est une hormone, l'angiotensine 1. L'autre maintenant est une protéine qui provient de quel organe? Quel est l'organe qui la fabrique, cette protéine? C'est le foie. Yeah. Ouais, c'est le foie. Voilà, c'est le foie. Maintenant, une fois tu t'es arrêté à l'angiotensine 1. Voilà, la rénine libérée par le rein, je résume, a permis de catalyser la réaction de transformation de l'angiotensinogène, une protéine hépatique, en angiotensine 1. Après, l'angiotensine 1. D'ailleurs, qu'est-ce qui la caractérise? Cette angiotensine. Voilà, l'angiotensine, je dis, qu'est-ce qui la caractérise? En fait, c'est la forme, peut-être vous n'avez pas vu ça, c'est une forme inactive. Hein? Inactive, oui. On dit que c'est inactive, donc ce n'est pas elle qui peut déclencher nous ce qu'on souhaite en cas de baisse. Hein? Généralement, c'est une forme inactive. Donc, c'est pourquoi maintenant, il faut des fois, en cas de besoin, la rendre active. C'est bon? Oui, c'est bon. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire pour la rendre active? Enfin, pour la transformer en une forme active, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une stimulation. Bien. Il faut une stimulation. Bon, j'ai pas entendu. Ça coupe, répète un peu. Il faut
Il faut une stimulation. Bien. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui bon, il y a également une enzyme, hein? C'est une enzyme qui va venir, hein? Une enzyme, on l'appelle enzyme de conversion. Oui. Enzyme de conversion qui provient de quel organe également? Qui provient des reins. Non, des poumons plutôt. Des poumons. Enzyme de conversion. Comme tout à l'heure, il y a eu la rénine qui a catalysé, hein, la réaction de transformation de l'angiotensinogène en angiotensine. Ici également, si on quitte l'angiotensine 1 pour avoir l'angiotensine 2, c'est une autre enzyme, hein, mais qui provient des poumons. On l'appelle enzyme de conversion. C'est bon. Qui va convertir, maintenant, qui va convertir l'angiotensine 1 en angiotensine 2. C'est bon. Oui, c'est bon. Oui. Une fois qu'on a l'angiotensine 2 maintenant, c'est pratiquement, c'est elle, l'acteur, on dit l'acteur principal. Parce que maintenant, on a la bonne hormone, ou bien l'hormone sous sa bonne forme. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait réellement? Oui. Cette angiotensine 2 va entraîner une vasoconstriction au niveau des artères. Oui, voilà, c'est vrai. En les stimulant, les artères vont entrer en vasoconstriction. Et ça permettra de faire quoi? Une vasoconstriction fait quoi? Vasoconstriction, diminution du diamètre des artères. Oui, non, voilà, effectivement, ça c'est une vasoconstriction, c'est une diminution du diamètre des artères. Mais ça va provoquer quoi? C'est le résultat. Pourquoi les artères, sous l'action de, ou bien quelle est l'importance de voir ces artères-là entrer en vasoconstriction sous l'action de l'angiotensine 2? Ça entraîne un retour de la pression. Voilà, le retour de la pression à sa valeur normale. Parce qu'en l'augmentant également, ça va entraîner d'abord une hausse de la pression, effectivement, qui va revenir à sa valeur normale. C'est bon. Ok. Ça. Hein? Allô? Bon, j'ai pas. Il y a quelqu'un d'autre qui apparemment, c'est. Je sais pas, voilà. C'est bon, ça va augmenter donc la pression qui revient à sa valeur normale. Maintenant, autre organe cible maintenant de l'angiotensine 2. Les reins. Voilà, non pas les reins directement, attention, il y a. La corticosurrénale. Voilà, la corticosurrénale. Pour faire quoi là-bas? Pour stimuler la production de quoi? D'aldostérone. Voilà, pour stimuler la production d'aldostérone. C'est bon. Et maintenant, l'aldostérone va faire quoi? Va agir sur les reins. Voilà, c'est l'aldostérone. Attention, il ne faut pas mélanger. Hein? L'angiotensine n'agit pas sur les reins. Hein? Les reins participent à sa production, participent seulement à sa production. Parce que même les reins ne produisent pas directement l'angiotensine 2, mais permettent en fait la fabrication grâce à la rénine de l'angiotensine 1. C'est bon. Mais dès qu'on a l'angiotensine 2 maintenant, alors parmi ces cibles, il n'y a pas les reins. Hein? Mais c'est plutôt maintenant la corticosurrénale, hein, qui va sécréter maintenant l'aldostérone. Et maintenant, l'aldostérone va venir agir sur les reins, comme tu dis. Pour faire quoi? Pour provoquer une réabsorption des ions Na+. Voilà, des ions Na+. Et ça pousse les reins, effectivement, à absorber des ions Na+. Oui. En conséquence, donc, une augmentation de la volume. Voilà, ça augmente d'abord. Tu parles pas d'abord de la rétention. Hein? Quand on augmente la réabsorption des Na+, en réalité, ça va d'abord participer à retenir l'eau. Je donne souvent l'exemple. Quand vous essayez de boire, parce que le Na+, on l'appelle le sodium, hein? Oui. Associé au sel moins, ça donne le sel de cuisine. Essayez de boire beaucoup de sel. De manger un repas très salé. Ou bien de boire une solution très salée. Vous allez voir que tout de suite après, vous aurez besoin de beaucoup boire. C'est bon? Hein? Oui, c'est vrai. Quand on mange un repas salé ou bien quand on boit quelque chose qui est salé, donc on a envie tout de suite de boire de l'eau. Hein? Voilà. C'est exactement ce qui se passe. Donc, en réabsorbant les Na+, en ce moment, maintenant, vous verrez que l'organisme aura un besoin de retenir son eau. Et c'est cette rétention d'eau maintenant qui va, bien entendu, augmenter, comme tu l'as dit, la volume. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Et quand la volume augmente, la pression également va augmenter et revenir à sa valeur initiale. Voilà, c'est à peu près ça. Vous avez bien résumé les deux là. Sincèrement, c'est bien. Oui, merci. Voilà. Il y a également le mécanisme neuro-hormonal, mais je ne vais pas trop vous fatiguer parce que c'est pas tellement compliqué. D'ailleurs, il y aura tout à l'heure, on va faire même un exercice sur ça. Hein?
Passons à la série maintenant. Comme ça, maintenant, pour compenser ça, cette partie-là, qu'on n'a pas revue tout à l'heure, nous allons voir un exercice. Hein. Si vous prenez la série, je ne l'ai pas ici, je vais ouvrir. Je l'ai envoyé tout à l'heure. Hein. Vous allez l'ouvrir. On va prendre l'exo du soir. Voilà, ça tarde à s'ouvrir là. Bientôt, je pense. Voilà, c'est bon. Voilà, maintenant, allez prendre l'exo. Voilà, l'exo, qui est, apparemment c'est long. L'exo 6, hein? Non, l'exo 7. C'est l'exo 7. Voilà, l'exo 7. Attendez, on frappe à la porte là, je vais ouvrir. Ça doit être mes enfants là. Ah, voilà. Asal ni mana nak kait peci memang semua jual, apa jawab? Senyum pun jauh sah. Baik, excusez-moi, c'est parti ouvrir la porte là. Là, oui. Voilà. Si vous y êtes maintenant, nous allons faire l'exo 7. Hein. L'exo 7. Parce que mais comme j'étais un peu japonais. Voilà, on dit l'absence de gravité perturbe la. Je vais mettre mes lunettes là parce que je vois difficile. Voilà, l'absence de gravité perturbe la répartition du sang dans le corps humain. Alors que chez un individu debout sur Terre, la masse sanguine tend à s'accumuler vers la partie inférieure du corps. Chez un astronaute soumis à l'apesanteur, ça veut dire maintenant l'absence de pesanteur. Apesanteur, ça veut dire sans pesanteur. Parce qu'à un certain niveau, là, tout flotte, il n'y a plus de pesanteur. On sait que maintenant, son sang maintenant se répartit uniformément dans tout l'organisme. 1 à 2 litres de sang passe en effet de la moitié inférieure du corps vers la moitié supérieure. Vous voyez comment ça peut un peu diminuer la pression à ce moment. On dit que maintenant, les oreilles du cœur ont une paroi mince. Entre maintenant chaque contraction, l'arrivée du sang veineux dans les oreilles provoque la dilatation de celle-ci. Des récepteurs maintenant sensibles à l'étirement suite à l'arrivée de sang là, ça provoque un étirement. Donc, situés dans la paroi, émettent alors des trains de potentiel. Vous les voyez au niveau du document qui est en bas. De potentiel d'action, véhiculés maintenant jusqu'à l'encéphale par la voie des nerfs vagues du 10, ou on l'appelle également le nerf 10. Voilà. On enregistre maintenant chez un chat l'activité électrique d'une fibre issue de ces récepteurs auriculaires. Auriculaire veut dire oreille. Hein? Et je précise que c'est oreille gauche. Hein? On verra, hein? C'est ça. Peut-être l'exercice ne le précise pas, mais dans le cours, on l'a dit, hein? Quand on faisait ce mécanisme. Donc, au cours de 4 cycles cardiaques, dans diverses situations, donc on vous a mis ça également. A, situation normale. B, aussitôt après augmentation par injection de liquide physiologique, la quantité de sang arrivant maintenant dans les oreilles. Il y a une quantité de sang qui arrive, donc on a décidé d'augmenter ça en injectant un liquide. Ça, donc c'est une manière, donc si vous voulez, d'augmenter la pression. Hein, c'est bon. Là-bas, normal, ici on a augmenté la pression. Dans la troisième situation, maintenant, après, réduction du volume sanguin. Donc quand on réduit le volume sanguin, bien entendu, comme on l'a vu tout à l'heure, on
diminue par conséquent la volémie et donc on fait baisser la pression. Dans les 3 cas maintenant, voici la fréquence des potentiels d'action. Je pense que la première question concerne cela. On a dit exploiter les enregistrements des documents 4 afin de tirer maintenant une conclusion. C'est bon? Vous avez écouté. Si vous avez également le schéma, je pense qu'on peut répondre à cette première question qui va exploiter le document 4. À peu près. Et nous allons essayer de tirer une conclusion. Je vois Wahab, Babacar. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous avez le document? D'abord. C'est un mécanisme qui va aboutir au mécanisme neuro-hormonal, ici, sincèrement. Voilà. Parce que voilà, on a déjà fait ça. J'ai déjà fait ça avec certains de mes élèves. Donc, c'est pourquoi maintenant, comme on l'a tout à l'heure, vous avez résumé les deux, nerveux et puis hormonal. C'est pourquoi j'ai préféré prendre directement cet exo qui nous permettra un peu de revisiter le mécanisme neuro-hormonal. Oui? Vous y êtes? L'exo 6, l'exo 7, dis-moi. Voilà, en situation normale, par exemple, il est presque l'heure, peut-être je vais vous aider, on va faire ça ensemble. En situation normale, qu'est-ce qu'on note? On note combien de potentiel lors d'un cycle? On a combien de potentiel d'action, à peu près? 4 potentiels d'action. Voilà, on en a 4, c'est ce qu'on suppose être normal, parce qu'ici, on n'a pas d'élément de repère. Je pense que l'autre jour, quand on faisait ça avec des élèves, quelqu'un a dit, par exemple, était moins, bien faible, je ne sais plus qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce que l'élève a dit encore. Je dis que maintenant, on n'avait pas d'élément, non, elle a dit à augmenter, je ne sais pas. On n'avait pas d'élément d'appréciation. Maintenant, ici, de préférence, vous donnez carrément le nombre de potentiel que vous avez, à défaut de dire normal. Comme c'est en situation normale, on a un nombre de potentiel normal. Cité de nombre, vous mettez environ 4. Maintenant, quand on augmente la pression, qu'est-ce qu'on note? L'activité d'une fibre de ce nerf-là, qui est issue, bien entendu, de ses récepteurs. L'activité va faire quoi? Une augmentation de son activité. Voilà. On peut même s'amuser à compter le nombre de potentiels. On en a peut-être une demi-douzaine, minimum. C'est bon? Une demi-douzaine de potentiels. C'est bon? Donc, ça a augmenté, comme tu dis, l'activité d'une fibre issue de cette zone-là du cœur, on a dit oreillette gauche, allant maintenant vers l'encéphale. N'oubliez pas que ce sont des fibres qui quittent le cœur au niveau de l'oreillette gauche et qui vont vers l'encéphale. Et vous devinez que ça va être bien entendu au niveau de l'hypothalamus, ou bien du complexe hypothalamique-hypophysaire, parce que c'est l'organe-là qui sécrète, on l'a vu tout à l'heure, l'hormone qui va nous intéresser tout à l'heure. C'est bon. Ouais, maintenant, ensuite, quand on diminue maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On a diminué le volume sanguin au niveau de l'oreillette. Il y a diminution des fréquences. Voilà, on a également diminution des fréquences. Voilà, maintenant, ici, ça nous montre quoi en réalité? On sait que donc une variation éventuellement de la pression artérielle, augmentation, diminution. Si ça se passe maintenant au niveau de là, on a éventuellement des récepteurs, alors ça se traduit par une variation également de l'activité. On a précisé même la nature de ces variations. Augmentation de la fréquence cardiaque en cas de hausse, diminution de la fréquence par rapport, bien entendu, à ce qui est normal, en cas de diminution de la pression. Ça montre quoi? Qu'au moins maintenant, ce nerf-là, à travers les fibres qu'on vient d'évoquer, ici maintenant, intervient. Ce nerf intervient dans, si vous voulez, la régulation de la pression. On est d'accord? Parce que dès qu'il y a une variation de la pression, c'est comme si maintenant ces fibres-là réagissaient pour également essayer de régler le problème. C'est bon. Et donc, ce qui nous permet d'aller plus loin maintenant, c'est qu'on a constaté que ces fibres-là quittaient une zone qu'on appelle maintenant cœur, oreillette gauche, et allaient vers l'encéphale. Et on sait que maintenant, en allant vers l'encéphale, bien entendu, on a des centres nerveux là-bas. Et en ce moment, maintenant, comment on peut qualifier ces fibres-là? Quittant des zones du cœur, oreillette gauche, et allant vers l'encéphale. Ça participe déjà, on a dit que ça participe à la régulation. Parce que dès que la pression varie, alors leur activité varie. Donc, ces fibres interviennent. En tout cas, on vous a montré la réaction de l'une de ces fibres-là.
Qu'est-ce qu'on peut ajouter maintenant, en plus de en disant que ça intervient dans la régulation de la pression? On pourrait dire maintenant en faisant quoi? Parce que intervenir souvent, c'est vague. Il faut aller jusqu'à peut-être donner un peu le rôle. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Hein? Oui? En véhiculant le Voilà, message. en véhiculant, voilà, des messages. Et de quel type maintenant? Message moteur, message sensitif? Vu son point de Message départ, sensitif. son point d'aboutissement, oui? Des messages sensitifs. Voilà, des messages sensitifs, c'est ça. Donc, cette fibre-là est une fibre sensitive. Donc, on peut même généraliser, les fibres sensitives de ce nerf-là, effectivement, de ce nerf 10 sont effectivement sensitives. C'est bon? Voilà. Oui, Donc, c'est on bon. a vu d'abord le point de départ, c'est l'oreillette, parce qu'on a dit il y a des récepteurs là-bas, on les appelle même des volorécepteurs auriculaires. Une fois qu'il y a une baisse, une hausse, maintenant, ça pourrait faire varier leur activité, montrant que ce sont effectivement des fibres qui conduisent des informations. Et vu maintenant le point de départ, là où il y a des problèmes de variation, là où il peut y avoir ces problèmes de variation, et vu également le lieu d'aboutissement, à savoir l'encéphale, où se trouvent les centres nerveux, on peut supposer que ce sont des fibres sensibles. C'est bon. C'est ce qu'il fallait dire en conclusion. Donc, après avoir analysé et montré qu'il y a hausse de l'activité en cas de hausse de la pression, qu'il y a baisse de l'activité en cas de baisse, on peut ajouter que ces fibres-là, bien entendu, interviennent en tant que fibres conduisant des informations centripètes. Alors maintenant, dans la deuxième partie, on a dit que les physiologistes ont démontré que certains neurones de l'hypothalamus produisent une hormone appelée ADH. Celle-ci maintenant est libérée dans le sang au niveau de la post-hypophyse. On l'a dit tout à l'heure, si vous avez écouté le cours là, hein, voilà, j'avais dit que ça formait un complexe. L'hypothalamus était relié à l'hypophyse et l'hypophyse avait deux lobes, lobe antérieur et lobe postérieur. C'est la post-hypophyse maintenant qui libère une hormone qu'on appelle ADH. Mais on avait dit que quand même que cette hormone était produite par l'hypothalamus, mais libérée par la post-hypophyse. Ici maintenant, les physiologistes ont essayé donc de doser. Doser, ça veut dire essayer de savoir la concentration de l'hormone en question dans le sang. Et on a pu corréler ça au volume d'urine émise. Voilà, c'est bon. Hein? Il y a un tableau qu'on vous donne. Hein? Voilà, qui peut analyser ce tableau, Babacar? On va faire reposer un peu. Wahab, Babacar, tu peux analyser ce tableau? Wahab, hein, si tu te sens. Oui. On voit que si le taux sanguin d'ADH est faible, le volume d'urine émis est de 2,33 litres par heure. Oui, 2,33, effectivement. Oui. Par rapport, peut-être ici, il y a d'autres exemples où même ce tableau-là, on a 4 colonnes, c'est-à-dire on a 4 lignes. Hein. On a une ligne pour vous montrer ce qui est normal. Ça les permet à l'air. En fait, le volume d'urine émis généralement tourne autour de 1 litre 50. Ce qui veut dire que les 2,3, au lieu de se contenter seulement de dire la valeur, on peut se dire quoi maintenant? C'est par rapport à 1,5, qui est normal. On l'a pas ici, hein, je dis. C'est comment? C'est faible, normal ou élevé? C'est élevé, voilà. Voilà. Donc, quand l'ADH, son taux est faible dans le sang, alors le volume d'urine émis est élevé. C'est bon, hein? C'est ce qu'on appelle maintenant la diurèse. La diurèse est élevée. C'est bon? Oui. Voilà. Maintenant, l'autre partie, oui, par contre, quand c'est élevé. C'est quand c'est élevé. Le volume d'urine est faible. Voilà, le volume d'urine en ce moment émis est faible. Qu'est-ce qu'on peut donc tirer? Parce qu'on a après établir la relation entre l'ADH et le volume d'urine émise et tire une conclusion. La relation a été établie. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion maintenant? Je rappelle la relation. Quand le volume d'ADH est faible, le volume d'urine émise est élevé. Quand le taux d'ADH est élevé dans le sang, alors le volume d'urine émise est faible. On peut dire que le volume d'urine émise dans le sang, le volume émise dépend du taux d'ADH dans le sang. Voilà. Maintenant, on peut aller plus loin au lieu de dépendre.
On pourrait aller jusqu'à dire que quand, par exemple, si on sécrète, par exemple, si l'organisme sécrète beaucoup d'ADH, quelle Oui. serait la conséquence, par exemple? Une sécrétion d'ADH par les cellules Le volume d'urine est faible. Voilà, en ce Le moment, volume d'urine sera faible. voilà, ça réduirait effectivement le volume d'urine émise. Hein. Dès qu'on sécrète l'ADH donc va bloquer ou bien réduire considérablement le volume d'urine émise. C'est bon, hein? Ou bien carrément on dit l'ADH, le taux d'ADH serait le volume d'urine émise serait inversement proportionnel au taux d'ADH. Hein? Inversement proportionnel. Parce que proportionnel, c'est quand les deux varient dans le même sens. Oui. Inversement proportionnel, maintenant, c'est quand l'un augmente, l'autre maintenant diminue. Non, ici, c'est le cas. On constate que le volume d'urine émise donc serait inversement proportionnel au taux d'ADH. C'est bon? Hein? C'est bon? Oui. Voilà, maintenant, il y a une troisième partie qui va nous permettre maintenant de voir, de confirmer ce qu'on a dit, hein? Mais ça nous pousse maintenant à aller vers un mécanisme, c'est vrai, qu'il faudra adapter par rapport à celui-même que j'ai décrit tout à l'heure. Hein? Généralement, l'ADH intervient en cas de baisse de la pression artérielle. Et vous verrez qu'ici, on va lire tout à l'heure la question, on vous poussera à voir un mécanisme un peu contraire. Hein? Ça veut dire si vous voulez, la pression devrait augmenter. Voilà, au départ. En ce moment maintenant, quel mécanisme hein, allait-on avoir? Est-ce que l'ADH allait être sécrété ou bien est-ce que l'ADH n'allait pas être sécrété? On verra. Souvent maintenant, dans les exercices, il faut faire attention. Parce que des fois en classe, on vous donne un mécanisme où on part d'une baisse de la pression, l'ADH est sécrété pour régler le problème. Maintenant, dans un exercice, on change et pour voir si l'élève saura s'adapter. On va voir maintenant. On a dit ici une augmentation de la pression transmurale. Transmurale, c'est la zone, si vous voulez, qui sépare les deux oreilles. On dit qu'il y a une pression là-bas parce que ce qui sépare les deux oreilles étant un organe très, très mince. Hein. Donc, on a une pression à ce niveau-là si toutefois on augmente le volume de sang. Donc, on a une différence entre la pression du sang à l'intérieur de l'oreillette et la pression maintenant qui règne à l'extérieur, si vous voulez. Parce que l'élément qui sépare ça, je dis, est très, très, très mince. Voilà, dans la cage thoracique. Se traduit maintenant par une augmentation du volume de l'oreille, par distension maintenant de sa paroi qui est très mince, je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, on mesure la variation du taux d'ADH plasmatique chez des chiens soumis à une augmentation de pression transmurale auriculaire. Le document 6 maintenant nous donne les résultats. Voilà. Vous voyez le graphique? Ici, déjà, un élève peut être un peu perturbé parce que peut-être il n'a pas l'habitude de voir des types de graphiques comme ça. Mais ne paniquez pas. Non seulement on a inversé l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, peut-être on a l'habitude de l'avoir comme ça, horizontal, les vertical, mais on l'a inversé. Mais également, on a mis des flèches. Regardez, on a mis 2 flèches à l'origine pour mettre pression transmurale normale et taux d'ADH également initial. Ça veut dire que donc on ne donne pas de valeur. Mais ici, on suppose quoi? Qu'en réalité, si nous considérons, prenons d'abord la variable. La variable, maintenant, ici, c'est le X, en fait. La pression transmurale. On a dit taux initial. Ça veut dire que donc, il y a une valeur initiale qu'on ne donne pas. Mais je vous donne un exemple. Prenons, si on mettait 10, par exemple. Prenons 10. Si ça est 10 unités arbitraires, hein, 10 unités arbitraires, ou bien 10 mg de mercure. Regardez maintenant comment ça varie. C'est l'axe maintenant, l'axe des abscisses. Hein. Non, c'est l'axe taux d'ADH. Non. J'ai confondu. Le taux d'ADH, c'est l'axe des ordonnées. C'est bon. Hein? Voilà. Si nous prenons 10, par exemple, l'ADH maintenant, quand vous prenez cet axe-là, vous avez quoi? Des chiffres. On a mis moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ça suppose quoi? Que si nous prenons le taux initial qui existe en temps normal dans l'organisme, si maintenant on fait varier la pression, on reviendra sur la variation de la pression, alors qu'est-ce qui va se passer? Ça va diminuer en un moment d'une unité. Ça veut dire que maintenant, si on avait 10, une fois qu'on arrive au niveau de 1, là on a mis moins 1, ça va être 9. On avait un taux initial
et ça va passer à 9, si c'était 10. Ensuite, si on arrive à 2, ça va passer à combien? 10 moins 2, ça fera 8. Et si on arrive à 3, on va passer de 10 à moins 3, ça fera 7. Et si on arrive maintenant à 4, ça va passer à combien? 10 moins 4, ça va être à 6. Et ça vous permettra maintenant de décrire la variation notée. Comment varie l'ADH donc, selon vous, d'après ce que je viens de dire? Comment varie l'ADH? Le taux d'ADH, ça diminue. Ça diminue donc, ça diminue, c'est une diminution. Et maintenant, ça diminue quand est-ce que maintenant? Là également, on part au niveau de la pression. La flèche, maintenant, vous avez une flèche également, on a mis pression transmurale normale. Donnons une valeur également, donnons une valeur. Mettons peut-être, ils ont donné combien? Ils ont donné ça en milligrammes, je pense, hein? Milligrammes de mercure. Mais ils ont mis maintenant là-bas, tout à l'heure, on avait moins, mais ici, ils ont mis plus 1, plus 2, plus 3. Ça montre quoi? Que si on a une valeur également qui est normale, mettons 20, si on va jusqu'à plus 1, ça veut dire que maintenant, ça va augmenter jusqu'à 21. Si on va jusqu'à 2, on aura maintenant plus 22. Donc, vous avez des valeurs qu'on ne vous donne pas, mais ça vous permet de savoir qu'on part de quelque chose. Soit on diminue maintenant, il s'agit du taux d'arrêt, soit là-bas on augmente. C'est bon, hein? Oui, Ce qui fait que donc là, ici, c'est parce que l'autre jour, quand j'ai fait ça, il y a des élèves qui m'ont dit, monsieur, mais est-ce qu'on part de 0? Est-ce que au début, c'était 0? Non, moi, je dis qu'au début, il y avait des valeurs qu'on avait, mais on ne vous donne pas ces valeurs-là. Vous, maintenant, en analysant ici, vous devez dire quoi? Par exemple, parce que ici, la variable, c'est la pression. Lorsque la pression transmurale augmente de 4 unités à partir de sa valeur normale, c'est ça, sa valeur normale. Si maintenant, ça devait augmenter de 4 unités, qu'est-ce qui allait se passer maintenant pour le taux d'ADH? Allez, termine maintenant l'analyse. Je dis, si la pression transmurale augmentait de 4 unités par rapport à sa valeur normale, le taux d'ADH allait faire quoi? Le taux d'ADH allait diminuer. Allait diminuer de 4 unités par rapport à quoi? À son taux initial. C'est bon. Donc, si on a un taux initial, ce taux-là allait baisser de 4 unités. C'est bon. Tout ceci maintenant pour dire quoi? Si des fois, pour vous dire que ces courbes-là, on essaie de les compliquer, mais si vous faites attention, vous allez pouvoir les lire facilement. Et même si c'est compliqué également, constatez quelque chose, qu'on constate que le taux d'ADH diminue, ça peut suffire, hein, lorsque la pression transmurale augmente. C'est plus simple. Oui. Voilà. Et donc, en gros, c'est ce qu'on a pu tirer comme analyse. La pression, le taux d'ADH diminue quand la pression transmurale augmente. Donc, on nous demandait d'analyser les résultats du document 3. En fait, on s'est trompé, c'est le document 6. Et quelle est la conclusion qu'on peut en tirer maintenant? Ici, quelle est la conclusion? Après l'analyse, quelle est la conclusion qu'on peut en tirer? On a dit que la pression artérielle, si ça devait augmenter, ça devrait pousser ici le taux d'ADH à baisser. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? La pression influe sur le taux d'ADH. Voilà. On peut même aller jusqu'à toujours influe, c'est bon, c'est Wahab ou Babaga? Ah, c'est Wahab, voilà. Mais on peut pousser la conclusion plus loin, en tout cas la rendre en fait plus précise, en disant par exemple quoi? Quand vous avez une pression qui augmente, n'oubliez pas tout à l'heure, j'ai raisonné en fonction de sécrétion. Si maintenant la pression devrait augmenter, qu'est-ce qu'on aurait comme, est-ce que les neurones qui nous intéressent, parce que vous pensez au cours, hein, parce que ici peut-être vous pouvez éviter de dire ça pour le moment, mais la sécrétion d'ADH, on sait que maintenant c'est fait par des hormones, les neurones du muscle hypothalamique. Est-ce que ces neurones devraient sécréter, augmenter leur sécrétion ou bien arrêter leur sécrétion, voire réduire ça? Une augmentation de la pression devrait faire quoi? Inhiber la sécrétion ou bien exciter, stimuler la sécrétion d'ADH? Parce que la pression augmente. Voilà, lorsque la pression augmente. Ça devrait inhiber la sécrétion d'ADH ou bien stimuler la sécrétion d'ADH? Ça devrait inhiber. Donc, une augmentation de la pression devrait maintenant bloquer la sécrétion d'ADH. C'est bon, hein? C'est ça la conclusion. Et ça vous permettra maintenant de regarder la question 4. On a dit à partir de ces informations maintenant, fournies par les documents 1, 2, 3, expliquer le mécanisme régulateur qui conduit à une augmentation de la diurèse.
On sait que maintenant, si l'ADH, quel est son rôle? C'est, on l'a vu tout à l'heure, c'est de permettre d'augmenter la réabsorption et puis de faire quoi maintenant? De diminuer la diurèse. C'est bon? Oui. Oh, ça pousse les reins à augmenter la réabsorption et à diminuer la diurèse, ce qui augmente la volumétrie et permettant maintenant d'augmenter la pression artérielle. Ici, on a déjà une augmentation de la. C'est ça. On vous dit pas une augmentation, mais on vous a préparé à ça. On a dit quel est le phénomène qui pourrait permettre d'augmenter la diurèse. Tout à l'heure, on a dit que ça diminue la diurèse. Pour augmenter la diurèse, donc on devrait normalement partir d'une situation consistant maintenant à voir la pression augmenter. Si la pression est déjà élevée, les reins en ce moment n'ont pas besoin de réabsorber de l'eau pour augmenter la pression qui est déjà haute. Alors, il faut peut-être faire quoi? Pousser les reins même à faire augmenter la diurèse. C'est bon. Et donc, en ce moment, pour l'ADH ne devrait pas être là. C'est bon. On devrait diminuer l'ADH. On voit que c'est bon, ça compte. On diminue la sécrétion d'ADH. Si on diminue la sécrétion d'ADH, les reins ne sont pas stimulés. Et quand les reins ne sont pas stimulés, forcément, les reins ne vont pas réabsorber l'eau. Et donc, forcément, la diurèse va augmenter. C'est bon. Vous voyez que donc, ce n'est pas le mécanisme qu'on vous a donné en classe. Parce que nous sommes partis d'une hémorragie qui a fait baisser la pression. Et en ce moment, maintenant, les reins devraient subir l'action de l'ADH, parce que l'ADH sera en ce moment sécrété par les neurones hypothalamiques et libéré par la force physique. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez le schéma, attention, il y a hausse de la pression. Mécanisme boobu nga dégg da nga naan hausse de la pression par rapport ak ñun bi ma jëf mooy bii nii bi ma schéma xaaral ma wanaat leen ko sax schéma bi anamu voilà mooy bii de bii loolu voilà on a une baisse de la pression gis nga ce qui fait que donc les fibres yi lañ njëkk étudier dans la première partie les fibres sensitives bien sûr on a dit ça du nerf 10 verront maintenant quoi leur activité forcément augmenter parce que en cas de baisse ñoom dañ leen di bloqué bu ñu leen bloqué ñu libérer les neurones hypothalamiques. Ici maintenant s'il y a hausse on devrait maintenant voir ces fibres là être excitées. Une fois excité maintenant l'hypothalamus forcément en ce moment est bloqué. Le complexe hypothalamique physaire est bloqué et ne sécrète pas d'ADH. La sécrétion d'ADH va baisser. Les reins maintenant ne sont plus excités forcément et vont en réalité diminuer la réabsorption d'eau et la diurèse va par conséquent augmenter. ñoom boobu la ñuy laaj et bu ñu leen jox ci cours mooy ban mooy bi ma def fii en cas de baisse maintenant les volorécepteurs maintenant sont moins excités et ces fibres-là également verront leur activité diminuer, les fibres sensibles du nerf 10. En ce moment maintenant, le complexe hypothalamique hypophysaire qui est en principe inhibé par ces fibres-là verra maintenant son inhibition levée et les neurones qui sont là-bas sécrètent l'hormone, l'ADH, qui est libérée dans la post-hypophyse maintenant agit sur les reins. Et les reins en ce moment vont réabsorber, augmenter la réabsorption d'eau, ce qui diminue la diurèse. Ça, c'est le mécanisme qu'on vous donne en classe, permettant à ces organes-là de réguler une baisse. Et dans cet exercice, maintenant, on vous a dit qu'est-ce qui pourrait augmenter la diurèse. Alors, l'élève doit forcément s'adapter. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon, Wahab? On a compris, oui, hein? Voilà, donc c'est ça. Ah, c'est bien. Voilà, maintenant, on a légèrement dépassé, même de 20 minutes. On verra maintenant. Préparez les autres exercices. Reprenez celui-ci et préparez les autres. Hein? Comme ça, la prochaine fois, on peut faire 1, 2 avant de passer à la reproduction. Parce que je sais qu'actuellement, vous êtes au niveau de la reproduction et que peut-être sur certaines parties, il y a des difficultés qu'il faudra peut-être essayer de voir, etc. Hein, c'est bon, hein? Oui, merci beaucoup. Okay. Voilà, je vous souhaite un bon devoir. Hein? Merci. Bon, allez, voilà. Ciao. Ok. Ciao.